Nous allons ensemble analyser dans cette émission les 10 ans de l'accord RPT-UFC. Il y a 10 ans, le monde entier en général et le Togo en particulier suivait avec étonnement la signature d'un accord politique entre deux partis longtemps ennemis jurés, l'Union des forces du changement et le Rassemblement du peuple togolais. Quel bilan peut-on tirer de cet accord 10 ans après sa signature? C'est la question que je vais poser ce soir à mon invité, le député Sénat Ali Puis, président du groupe parlementaire UFC à l'Assemblée Sénat. Ali Puis, bonsoir. Bonsoir Monsieur Niaoui, bonsoir chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Merci à vous d'être notre invité. Bonne fête de l'Ascension. Merci beaucoup, à vous de même. Alors, on va aller directement au but. Je l'ai rappelé, c'était un 26 mai. On se rappelait de la signature de cet accord dit historique entre Gilles Christ Olympio, le président de l'Union des forces de changement, et Sosoli Toki, qui était le secrétaire général du Rassemblement du peuple togolais. Alors, avec le recul de 10 ans, est-ce que vous regrettez l'acte qui a été posé ce mois de mai 2010? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de venir expliquer aux téléspectateurs et aux téléspectatrices cet accord que nous avons signé. Est-ce qu'au bout de 10 ans, avec le recul, quelle appréciation nous faisons? Je dirais que, avec le recul, nous ne regrettons pas d'avoir signé cet accord-là. Parce que si on s'en tient au contexte d'alors, où le contexte politique était crispé, et on regarde la situation économique d'alors, où le Togo sortait d'une crise pluridécennale avec les sanctions pour déficit démocratique et les 22 engagements, la succession du général Eyadema, nous étions dans un contexte politique et économique assez délicat. Et il y avait des choix d'avenir à faire. Et après 40 ans de confrontation, de lutte frontale, il fallait se projeter dans l'avenir et prendre le risque de parier sur la possibilité de créer une relation de confiance avec nos adversaires d'hier, avec qui nous travaillons un peu mieux maintenant. Donc à court terme, est-ce que nous avons eu est-ce que nous regrettons l'acte? Est-ce qu'il y a des regrets? Non, parce que à court terme, ça a permis de faire baisser la tension politique, ça a permis une reprise de la coopération avec les principaux bailleurs de fonds et la communauté internationale, et ça nous a permis, entre autres, d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, qui a quand même permis de réduire la dette togolaise de près de plus de 80%, 82% si je ne m'en abuse. Et avec le recul, quand on regarde en 2010, le budget du Togo était de 426 milliards. Donc ça, c'est l'année de la signature de l'accord. L'année suivante, en 2011, nous étions autour de 520 et quelques milliards. Et lorsque nous quittions le gouvernement en 2019, donc 8 ans plus tard, on était à 1361 milliards. Donc est-ce qu'on a des regrets? Je pense que non. Cela dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. On aurait pu faire mieux. Et naturellement, dans les deux camps, il y a des insatisfaits qui, pour des raisons légitimes, trouvent qu'il y a des choses qui n'ont pas été accomplies, mais ça fait partie c'est inhérent à la nature de ce genre d'accord. Alors, vous évoquiez tantôt, entre autres raisons, qui ont milité à la signature de cet accord, c'est-à-dire la reprise de la normalité, il fallait dire, retour de la coopération, tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne dirait pas simplement que le RPT d'alors avait simplement besoin de l'UFC pour se donner bonne conscience aux yeux de la communauté internationale, pour en tout cas revenir sur ces accords qui avaient été rompus pour déficit démocratique finalement? Vous étiez comme une sorte de béquille finalement. Non, je pense que pour signer un accord de cette nature-là et ouvrir son gouvernement, le gouvernement que l'on contrôle, à une autre entité politique, je dois dire qu'il y a eu de la bonne volonté des deux parts. Et l'accord du 26 mai 2010 est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé bien avant le décès du général Eyadema et qui s'est poursuivi sous l'égide de Sant'Egidio. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé sur un coup de tête un matin. C'est quelque chose qui a suivi tout un processus. Et nous, au niveau de l'UFC à l'interne, on a eu l'occasion de consulter nos bases et de nous assurer que cette transition que nous faisions d'une approche révolutionnaire
à une approche où on fait plus la promotion de l'évolution, on rentre dans une autre dynamique où il faut discuter, était accepté. Je pense qu'au niveau du RPT, devenu UNIR, c'était la même philosophie. On peut quand même, au bout de 15 ans, faire une nette différence entre l'offre politique du RPT et celle d'UNIR. UNIR est plus enclin au dialogue, à la discussion, au compromis, à une gestion collaborative que le RPT. Ça veut dire qu'à l'UFC, à l'époque, vous aviez des objectifs de pacification du pays en entrant dans cet accord. Quels étaient vos objectifs? Nous avions 3 objectifs fondamentaux. Le premier, c'était de créer un environnement politique stable, donc de stabiliser l'environnement politique. Parce que vous savez que sans paix, il n'y a pas de développement, comme le dit Kofi Annan. Sans paix, on ne peut rien faire. Alors pour nous, il était devenu important que le pays soit pacifié et qu'on puisse faire nos activités politiques sans que les difficultés sociopolitiques n'impactent toute la société continuellement. Donc, le premier objectif pour nous en signant cet accord-là, c'était de stabiliser l'environnement politique. Le deuxième objectif, c'était de permettre un décollage économique. Parce que, comme vous le savez, avec la crise qui a commencé en 2010, le Togo a été sous sanctions pendant longtemps. Nous avons connu d'énormes difficultés. Et il y avait un choix à faire. Est-ce que parce qu'on a raison, nous allons continuer à aller vers le chaos, ou bien il faut mettre un peu d'eau dans son vin? Pareil pour nos adversaires d'alors, qui eux aussi étaient dans leur bon droit en estimant qu'ils avaient raison. Et le rapport de force était d'ailleurs même en leur faveur. Mais qui ont aussi estimé que, à un moment donné, il faut aller au-delà de qui a raison, qui a tort. Il faut mettre le Togo devant. Il faut voir quel est l'intérêt supérieur de ce pays. Et c'est ce que nous avons courageusement fait. Le troisième point, c'est que pour nous, la question de l'alternance est une exigence. C'est un principe intangible parce que c'est un des symboles de la vitalité de la démocratie. C'est vrai qu'il y a eu déjà une alternance au Togo au sein de la majorité présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a un président qui s'en est allé et il y a un autre qui est venu, mais il n'y avait pas encore eu d'alternance entre la majorité présidentielle et l'opposition. Alors, nous avons estimé que c'est en nous rapprochant du parti au pouvoir et en discutant qu'on pourrait créer ce climat de confiance qui, à terme, que ce soit à court, moyen ou long terme, permettrait que lorsque les électeurs auraient décidé qu'il est temps de changer, le climat de confiance soit tel qu'il puisse avoir alternance. Et l'alternance n'est pas un processus définitif. L'alternance, aujourd'hui, c'est toi qui pars, c'est moi qui arrive. Demain, c'est moi qui pars et c'est toi qui viens. Donc, c'est ce climat de confiance qu'il doit avoir entre vous et moi pour permettre à ce cycle de fonctionner que nous espérions créer en signant cet accord-là. Donc, ce sont les 3 points. Oui. Stabilisation de l'environnement politique, création des conditions pour qu'il y ait un décollage économique et créer les conditions pour qu'on puisse avoir une alternance pacifique. Est-ce que finalement, avec le recul, vous pensez avoir atteint vos objectifs ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous conviendrez avec moi. L'accord, je l'ai avec moi. Je vais vous en laisser une copie. Oui. Si on s'en tient à l'accord, qui est le document que je tiens ici, vous conviendrez avec moi que l'ensemble des points contenus dans cet accord ont été exécutés. Que ce soit la participation au gouvernement, la participation dans les grandes administrations, les réformes institutionnelles et constitutionnelles, le recensement général, un établissement d'un nouveau fichier électoral. Toutes ces choses-là, au cours des 10 dernières années, ont été exécutées. Donc, je vous laisse une copie de l'accord. S'il y a quelque chose qui n'a pas été exécuté, on peut en discuter. Donc, c'est des choses qui ont été faites. Maintenant, il y a eu des problèmes qui sont arrivés après cet accord-là, que cet accord a permis également de résoudre en termes de gains. Il faut dire que les gains sont politiques, économiques et même sociaux. Au plan politique, finalement, grâce à l'UFC et à cette collaboration avec le RPT devenu UNIR, on a pu structurer l'opposition. Maintenant, on a pu institutionnaliser l'opposition avec l'institution chef de file de l'opposition. Nous avons réussi à faire les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui permettent de limiter le mandat, d'avoir un mandat des élections à deux tours. Et tout ça, ce sont des conditions qui se créent, qui ne sont pas contenues forcément de cette façon-là dans l'accord, mais la relation, le fait de travailler ensemble au gouvernement a fait que nous avons appris à nous connaître. Nous avons développé des relations personnelles, nous avons créé des liens forts qui font que, même quand il y a de nouveaux problèmes qui arrivent, on peut en discuter. Et donc, avec le recul, je dirais que cet accord-là a été relativement bénéfique.
Bon, bien entendu, il y a cette aspiration des Togolais qui est de voir une alternance entre la majorité et l'opposition arriver un jour. Mais on continue à rassembler ces conditions-là et je pense que nous y arriverons. Mais quand vous regardez aujourd'hui le climat politique qui continue d'exister dans le pays, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, à part ce que vous évoquez, il y a eu votre entrée au gouvernement, vous avez appris à gérer les affaires de l'État, il y a eu le partage d'un certain nombre de postes, vous avez évoqué également un certain semblant de retour à la normalité. Est-ce que le gain n'est pas trop maigre par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui? Même les réformes que vous évoquez, il a fallu les arracher de haute lutte. Poser le problème dans ce sens-là. Si nous n'avions pas signé cet accord-là, que serait le Togo 10 ans plus tard? Est-ce qu'on aurait eu la paix qui est une condition nécessaire au décollage économique? Est-ce que notre budget aurait pu passer de 426 milliards à 1368? Est-ce que le Togo aurait pu être classé premier pays réformateur en Afrique 2019, et troisième au monde en 2019? Donc un an après notre départ. Mais le travail qui mène à ça a été fait pendant que nous étions au gouvernement. Donc, est-ce que tout cela aurait été... Vous savez que le Togo est le seul pays de la sous-région à respecter les critères de convergence pour la création de la monnaie, en termes d'inflation, de dette PIB et tout le reste. Donc, la paix et les efforts conjoints des uns et des autres, pas seulement de nous, ont permis de quand même donner un second souffle à notre économie qui était en difficulté. Et vous savez que sans paix, sans tolérance et sans cet esprit de sacrifice, rien de tout cela n'aurait été possible. Donc quand je regarde ce que nous avons gagné et la situation dans laquelle nous serions si nous n'avions pas signé cet accord, la situation dans laquelle le Togo serait, bon, tout n'est pas rose, mais je pense que nous avons parcouru un chemin important. Et il faut le souligner, il ne faut pas garder le focus uniquement sur les insuffisances ou les choses qu'on aurait pu, qu'on aurait dû. Nous ne sommes pas encore morts. Nous avons donc encore cette capacité à continuer à discuter avec l'opposition extra-parlementaire, avec la majorité présidentielle, pour continuer à obtenir des avancées et à terme obtenir l'alternance. Pour vous, au niveau de l'Union des forces de changement, est-ce que cet accord est toujours d'actualité? C'est une bonne question que vous me posez. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous conviendrez avec moi que les points contenus dans le document que je vous ai montré tout à l'heure ont tous été exécutés. La route a été longue et semée d'embûches. Bon, l'accord, lui, il a été exécuté. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il a créé des liens forts entre le rassemblement du peuple togolais devenu unir et l'Union des forces de changement. Et c'est ensemble qu'on a réussi à relancer l'économie et cela prouve qu'ensemble on est plus fort et qu'on peut aller plus loin. Bon, pour nous aujourd'hui à l'UFC, la question de l'alternance reste une exigence. L'amélioration de la gouvernance politique et économique et les garanties des libertés fondamentales restent importantes et même parfois source de préoccupation pour nous. Maintenant, quand on regarde comment on traverse certaines conjonctures comme le Covid avec les questions de sécurité des personnes et des biens, ou quand on regarde comment on a géré la période à Tchadam, donc de 2017. Mais nous avons des passerelles pour discuter, pour poser nos problèmes sans colère, sans passion. Le but pour nous du jeu aujourd'hui, au-delà de cet accord, puisque vous me demandez s'il est toujours d'actualité, au-delà de cet accord, le but du jeu pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de gagner une argumentation. Pour qu'un problème se pose, on cherche juste à prouver qu'on a raison. Nous essayons d'aller au-delà de qui a raison et qui a tort pour faire évoluer la situation. C'est le but de notre démarche. Alors, est-ce que cet accord est toujours d'actualité? Je dirais que l'accord, à proprement parler, a été entièrement exécuté. Donc, si on peut le considérer comme un contrat, il n'est plus d'actualité. Je ne dirais pas ça. Je dirais que le contexte a évolué et notre relation avec UNIR a également évolué. Donc, nous sommes dans une situation où nous n'avons plus une obligation contractuelle liée à ce document signé en mai 2010. Mais notre relation est telle que sur les questions d'intérêt national, les questions de gouvernance, les problèmes que nous rencontrons, la relation est bonne, elle est fluide. Il y a une bonne relation de confiance entre nous qui nous permet de discuter de sujets délicats à plusieurs niveaux, sans passion, dans le respect et avec une volonté de trouver une solution qui arrange le plus grand nombre. Finalement, puisqu'on est en train de faire ici le bilan de cet accord, on
On a vu aussi le prix payé par l'Union des forces de changement dans la signature de l'accord. Il y a eu les gros ténors du parti qui ont claqué la porte et qui ont dénoncé un certain nombre de choses. Et tout cela, c'est pas un peu pour vous un regret aujourd'hui d'avoir perdu l'essence de l'UFC? Pas vraiment. Nous sommes dans la posture du père qui attend le retour du fils prodigue, ou des enfants prodigues. Ils sont plusieurs à être passés par l'UFC qui sont partis et qui, au bout de 5 ans pour certains, 10 ans pour d'autres, 15 ans pour d'autres, peuvent faire le bilan de leur démarche et avec le recul, regarder en toute objectivité. Est-ce que notre démarche n'était pas la meilleure? Est-ce qu'ils ne sont pas partis trop tôt? Est-ce qu'ils avaient entièrement raison d'être partis? C'est des choses qui sont difficiles à évoquer en public. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup qui nous ont quittés ont prospéré et ont occupé l'espace politique valablement pendant une certaine période. Ce qui veut dire qu'ils ont eu une bonne formation à la maison avant d'aujourd'hui avoir leur propre chapelle. Donc, c'est vrai que nous avons payé un lourd tribut, mais gardez en tête que nous n'avons pas signé cet accord-là pour gagner quelque chose. Pour nous, il fallait stabiliser l'environnement politique, mettre des conditions pour favoriser un décollage économique et tout le reste. Et souvent, les gens pensent que les postes ministériels, les postes de préfet, tout ce que nous avons pu obtenir, c'était pour soulager la misère de nos militants. Ce n'est pas ça. Le troisième point qui est la création des conditions pour une alternance pacifique. Une alternance, il faut l'assumer. Oui. Si aujourd'hui nous sommes dans une situation où l'UNIR, par le biais des élections, arrivait à se retrouver dans l'opposition pour toutes sortes de raisons, il faut que ce qui arrive après le système de dépouille ait la capacité de gérer l'État togolais. Il faut qu'il y ait une continuité dans la gestion de l'administration. Et si vous n'avez jamais été ministre, vous n'avez jamais été député, vous n'avez jamais été rien du tout, et que du jour au lendemain, on vous remet le pouvoir, je pense que votre apprentissage va se faire au détriment des populations. Imaginez le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, où nous faisons face au Covid-19, où nous avons la menace djihadiste. Si on devait confier ce pays à des amateurs, qui c'est maintenant qu'ils vont apprendre comment fonctionne un gouvernement parce qu'ils ont été dans une posture de défiance pendant 30, 40 ans, ils ne pourraient pas gérer la crise. Alors que nous, dans cette démarche-là, aujourd'hui, au bout de 10 ans, je peux dire qu'on a des ministres qui ont participé de façon modeste à ce qui se fait. Nous avons eu des préfets, nous avons toujours des préfets. Donc nous sommes à tous les échelons de la société, dans l'administration, dans les conseils municipaux, à l'Assemblée, et nous jouons notre partition avec modestie. Donc nous pensons que, oui, nous avons payé un lourd tribut, mais c'était dans l'intérêt supérieur du Togo, et l'histoire nous jugera. Mais quand vous regardez ce tribut par rapport au gain qu'il y a eu après, parce que s'il y avait eu cette alternance dont vous parlez, les Togolais auraient applaudi. Et vous savez que pour beaucoup de personnes, tant qu'on ne voit pas cette alternance se pointer à l'horizon, c'est que tout ce qu'on a pu faire et qui aurait favorisé l'alternance n'a servi à rien. Absolument, je vous comprends parfaitement. Et comme je le dis, nous sommes à l'écoute du peuple, nous sommes à l'écoute du peuple profond et nous savons que la question de l'alternance est une priorité. C'est-à-dire que si nous disons qu'il y a un mariage, nous sommes en train d'organiser une fête et qu'on arrive à la fête, il n'y a pas de musique, il n'y a pas à manger et à boire, il est tout à fait normal que les gens se demandent si on est vraiment à une fête. Oui. Mais ce que nous sommes en train de dire, puisque c'est nous qui avons rangé la nourriture, le système de sonorisation et tout le reste dans le camion que nous savons qui est en route pour arriver, nous savons que même si c'est avec un peu de retard, à un moment donné, ces choses-là seront là et la fête aura bel et bien lieu. Ce que nous nous disons, c'est qu'il ne faut pas faire de la question de l'alternance un showstopper, c'est-à-dire que quelque chose, que si on n'a pas ça, on ne fait plus rien. Le Togo doit continuer d'avancer. Dès que nous sortons de la période électorale, donc pendant la période électorale où il faut faire la conquête du pouvoir, c'est tout à fait normal qu'il y ait des clivages, que les gens prennent des postures qui leur permettent d'arriver au pouvoir. Mais dès qu'on sort de la période électorale, il faut qu'on comprenne qu'on a ce pays à arranger. Il faut créer de la richesse parce que la pauvreté est un problème. Il faut avoir un système de santé digne de ce nom.
il faut avoir un système éducatif. Et ce n'est pas la responsabilité seule du gouvernement ou du parti au pouvoir. Quand bien même ils auraient les 2/3 un peu partout, que ce soit au Parlement, au Conseil municipal ou à la présidentielle. Le Togo, il est à nous tous. Et même si tu as 1%, une fois que les élections sont terminées, il faut mettre ton génie, il faut mettre ton intelligence au service du pays pour le plus grand nombre. Il y aura dans 5 ans des élections où tu pourras aussi faire valoir ton programme. Et s'il est accepté, eh bien à ce moment-là, tu auras la responsabilité de le décliner ou de l'implémenter. Et tu seras en droit d'attendre la même courtoisie de ceux qui sont au pouvoir. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit que nous sommes. Nous ne sommes pas des gens pressés. Bon, vous peut-être pas, mais le peuple, oui. Oui, mais bon, écoutez, quand moi je vois ce qui se passe au Mali, je vois ce qui se passe au Burkina, je vois ce qui s'est passé au Libéria, en Sierra Leone, et même tout près de nous, chez le très vénérable et vénéré Félix Houphouët-Boigny, quand je vois tout ce qui se passe là, moi je suis très fier de nos forces de défense et de sécurité, qui, au-delà de tout ce qu'on peut leur reprocher, ont quand même réussi à tenir le Togo debout. Si on devait passer par des conflits, à 7 millions, ça serait sanglant. Le Togo n'est qu'une petite bande. Alors que nous sommes en 2020, nous n'avons pas de problème de djihadisme. Nous maîtrisions jusqu'à récemment relativement bien le coronavirus. Donc, nous sommes un petit pays, nous avons des atouts. Ne laissons pas les insuffisances ou la haine ou les petits problèmes que nous avons devenir what drives the process, ce qui conduit le processus. Ce que conduit le processus. Oui, il y a des insuffisances, oui, il y a des choses qu'il faut améliorer, oui, le gouvernement n'est pas parfait. Nous sommes une force de proposition. Justement, il ne suffit pas de critiquer pour critiquer, il faut proposer. Si vous n'avez rien à proposer et c'est seulement des critiques stériles, il n'y a pas de valeur ajoutée dans la critique pour la critique. Il faut penser au pays, le Togo d'abord, essayant d'améliorer ce que nous avons. Êtes-vous en train de dire que c'est la voie que vous aviez prise il y a 10 ans, il n'y avait que ça à prendre? Non, je ne dis pas cela. Nous avions plusieurs autres options. Nous aurions pu rester dans la posture de révolution, c'est-à-dire on est en train de confronter le régime, manifestations de rue et toutes sortes de choses. Mais nous avons vu que la voie la plus sage, la voie la plus sûre pour le moyen et le long terme, pour l'intérêt du plus grand nombre, c'est le Togo. Nous sommes dans une démarche de prospective. Vous savez où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Selon les projections du FNUAP, des Nations Unies et de certains instituts ici au Togo, nous serons plus de 10 millions. Donc nous ne gérons pas le quotidien pour nous-mêmes. Nous devons garder en tête que nous sommes 2 dans ce studio aujourd'hui. Dans 5 ans, 10 ans, nous serons 4 ou 6. Ces gens-là doivent manger, ils doivent travailler, ils doivent s'éduquer. Donc les choix que nous faisons aujourd'hui doivent tenir compte de ça. C'est vrai que nous ne perdons pas nos racines, notre identité, qui est plongée dans le passé, mais c'est le présent et l'avenir qui importent. Et nous avons fait un choix d'avenir en signant cet accord-là, en dépit des insuffisances, en dépit des régressions que nous pouvons constater ça et là, mais qui se règlent par le biais du dialogue. Vous savez, Houphouët-Boigny disait que le dialogue, c'est l'arme des forts. Oui. Donc nous en avons fait nous n'en avons pas fait notre médicament. Nous en avons fait notre aliment quotidien. Et c'est ce qui nous permet de rester en bonne santé. En face, le rassemblement du peuple togolais n'existe plus. Désormais, c'est l'Union pour la République. Vous pensez qu'on se sent toujours concerné par cet accord, en tout cas ce qu'il peut en rester aujourd'hui? Le volet que j'ai eu à gérer serait un bien gros mot parce que j'ai quand même une hiérarchie qui a des relations plus élevées. Mais de ce que j'ai vu, UNIR est en grande partie l'héritière du RPT. Une bonne partie de l'actif du RPT est au niveau d'UNIR, quand bien même UNIR n'est pas le RPT. Ils ont débauché des gens dans l'opposition, c'est une autre structure. Mais les relations que nous avions avec le RPT ont survécu à sa vie et avec UNIR, il n'y a pas de problème. Nos relations sont des relations de rivalité cordiale. Nous travaillons ensemble. Nous avons fait les réformes ensemble et lorsqu'il y a des problèmes,
on s'assoit, on discute, on essaie de trouver une solution loin des caméras et loin du bruit. On dit que le bruit ne fait pas de bien. Le bien ne fait pas donc de bruit. C'est ce que nous essayons de faire. Et puis, il y a aussi cette critique qui était venue dans le temps, c'est que on vous avait reproché à la signature de cet accord. Les choses ont été faites en quelque sorte en catimini. On a juste découvert, parce que moi j'étais là le jour-là à l'hôtel Ibis, on a juste découvert la signature de l'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il fallait procéder autrement? Il fallait expliquer, en tout cas du moins à vos militants, au peuple, la démarche dans laquelle vous étiez, là où ça devait vous conduire, et pour qu'aujourd'hui on puisse vous juger sur le bilan? Vous savez, j'essaie d'éviter de critiquer publiquement ceux qui étaient avec nous, ceux qui sont avec nous. C'était une période difficile. Nous étions en crise. Vous imaginez que vous prenez plusieurs coups de couteau en ce moment. Votre première préoccupation ne va pas être d'expliquer qu'on vous a poignardé ici et là. Votre première préoccupation va être de rester en vie. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons pris des coups mortels. Et si nous sommes encore sur nos deux pieds, c'est un signe divin pour ceux qui croient en Dieu. Tout comme notre président qui a pris 8 ou 9 balles et qui n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé des choses vraiment terribles, horribles, mais nous sommes encore là. Ça veut dire que nous avons une mission, nous avons une vision. Et c'est vrai que peut-être à cette époque-là, les gens ont estimé que nous devions plus communiquer. Même les communications que nous faisions à l'époque ont été noyées dans le bruit général, le brouhaha de cette époque. Donc, comme vous le voyez, on essaie maintenant de communiquer un peu plus et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là pour expliquer cet accord. Toutes sortes de questions que vous avez relatives à cet accord. Je suis votre homme. Il y a aujourd'hui des perspectives dans le cadre de l'accord, en tout cas de ce qu'il en reste? Vous conviendrez avec moi qu'il y a eu alternance au sein de la majorité présidentielle. Alternance au niveau de l'homme qui dirige le pays, alternance au niveau des gens qui prennent des décisions. C'est beaucoup de jeunes personnes qui prennent des décisions à unir aujourd'hui, quand bien même les sages ont leur mot à dire. Pour nous, la question de l'alternance est critique. C'est la troisième condition, c'est la troisième raison pour laquelle nous avons signé cet accord. Nous souhaitons voir une alternance entre la majorité et l'opposition. Mais nous y travaillons. Donc, en termes de perspectives, si vous me demandez quelles sont les perspectives, je dirais que l'alternance est un objectif important, une alternance pacifique. Nous aussi, nous aspirons à arriver au pouvoir pour mettre en place notre projet de société qui s'appelle Ensemble pour un Togo nouveau. Donc, je vous ai apporté copie. Je vais vous le laisser avec une copie de l'accord. Comme ça, si vous le lisez et vous avez des questions, à un moment donné, n'hésitez pas. On peut revenir ici pour vous le détailler. Nous avons des choses que nous voulons faire. Et rapidement, je peux vous donner un exemple. Si vous prenez le programme Novici, qui maintenant donne 12 500 par mois. Aux femmes, 10 000. Nous, déjà, dans notre projet de société de 2018, nous disions que si nous étions en majorité, nous mettrions en place un système d'aide sociale qui donne 25 000 par mois à ceux qui ne peuvent pas travailler du tout, pour toutes sortes de raisons. Et on a une foule de baisse de la TVA, une foule de choses qu'on aurait mis en... Mais nous sommes minoritaires. Alors, ce n'est pas possible. Ce que nous voulons, c'est continuer à travailler ensemble pour que les élections soient de plus en plus propres, que le processus soit de plus en plus participatif, de façon à ce que les résultats soient acceptés par toutes les parties sans trop d'histoire. Sénal, et puis malheureusement le temps passe très vite en médias et vous l'avez dit, j'espère avoir votre disponibilité pour d'autres occasions. Absolument, absolument. Merci à vous d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup. Vous êtes le président du groupe parlementaire Union des forces de changement et on faisait là le bilan des 10 ans de l'accord RPT, UFC. On aura éventuellement l'occasion de revenir là-dessus. On va marquer la pause, le temps de suivre le journal et puis regard croisé après.